Le 12 et le 13 novembre, des explosions et des tirs ont ravagé la vie des habitants de Beyrouth et de Paris. On a tous entendu parler d'attentats, de terrorisme. C'est quasiment notre quotidien, et les médias de par le monde ne se lassent pas de nous le rappeler. Le 13 novembre nous a rappelé en France que des gens, organisés et fanatisés, peuvent nous atteindre au cœur de notre capitale, alors que le conflit armé prend place à quelques 4000 km de chez nous. Néanmoins, si on voit tous à peu près de quoi on parle en disant le mot attentat, la compréhension se floute encore quand on aborde le sujet du terrorisme, et peu de gens comprennent ce qu'est vraiment Daesh. Est-ce que pour être un terroriste, il faut être dans un groupe terroriste? Qu'est-ce qu'un groupe terroriste? Est-ce que l'on peut tout relativiser au point de dire que cela n'est qu'une question de point de vue, ou alors faut-il rester dans l'imprécision? Et puis donc, qu'est-ce que Daesh? Cette organisation qui se prétend État. D'où vient-elle? Que veut-elle? Les islamistes sont-ils tous des terroristes et inversement? On va tenter de vous l'expliquer un peu mieux. Je suis Pazawat, je suis accompagné dans ma recherche par Billy the Quid et Céleste. Il est l'heure qu'il est écrit sur votre écran, et vous êtes sur Rance Impair. Mais tout d'abord, une petite séance de rattrapage pour ceux qui sont un peu lents. Si le groupe Daesh, acronyme de Ad-Dawla al-Islamiyya fil Irak wa Sham, soit État islamique en Irak et au Sham, c'est-à-dire en gros la Syrie, la Palestine, la Jordanie et le Liban, prend ses sources dans l'invasion américaine de l'Irak en 2003, sa montée en puissance se fait avec la prise de Mossoul le 10 juin 2014, où ils ont réussi à capturer la ville alors qu'ils étaient moins nombreux que l'armée irakienne. L'armée a fui à cause d'un quiproquo, elle pensait Daesh beaucoup plus nombreuse. Ce malfonctionnement de l'armée irakienne a du coup laissé à l'État islamique de l'armement lourd, des tanks, des mitrailleuses, etc. Mossoul était dans un coin pétrolifère. L'État islamique s'est du même coup assuré un financement assez costaud, en plus d'avoir capturé la banque de Mossoul. Après Mossoul donc, le groupe terroriste s'est tourné vers Bagdad, où ils ont été repoussés, et la situation est plus ou moins bloquée en Irak. En Syrie, la situation est différente. Cet État subit alors déjà une guerre civile qui a fragilisé le pays au plus haut point, avec Bachar al-Assad, qui réprime dans le sang le printemps arabe syrien dès le 15 mars 2011. Quand l'État islamique arrive, il n'y a aucune force capable de le repousser complètement. Certains, comme les Kurdes, les tiennent en respect et font quelques victoires militaires, mais leurs ambitions territoriales limitées fait qu'ils ne descendront pas plus bas qu'avec l'assurance d'une contrepartie, l'indépendance. Mais ni l'armée syrienne, ni les rebelles ne sont en position de lutter contre Daesh, en grande partie parce que les combats se font entre eux et qu'ils sont irréconciliables. De plus, la situation est vraiment compliquée, et différents pays soutiennent différents camps. On retrouve globalement la coalition contre Daesh composée des puissances occidentales, ainsi que de certains pays arabes comme l'Arabie Saoudite ou le Maroc, et de l'autre, la Russie et l'Iran qui soutiennent Bachar al-Assad. On trouve aussi des groupes terroristes qui n'ont pas d'allégeance à Daesh, comme le front Al-Nosra, en blanc sur la carte, qui est une filiale d'Al-Qaïda, ce dernier officiellement en guerre contre Daesh. Alors au vu de la situation, on peut affirmer une chose. Daesh n'est pas un État, c'est bien une organisation. Pour qu'un État existe, il lui faut des frontières bien délimitées, dans lesquelles une population permanente réside, et sur lesquelles s'appliquent des lois de cet État, et doit être constitué d'institutions qui doivent lui permettre d'établir une autorité légitime et un pouvoir effectif, donc tout simplement un gouvernement. Et enfin, il doit être capable de négocier, de discuter avec d'autres entités étatiques, d'avoir des relations diplomatiques. À titre d'exemple, on reconnaît la force d'un État quand il est capable d'ordonner quelque chose sans que soit fait usage de la force coercitive, c'est-à-dire de sa police. Et le but de cette organisation est l'instauration donc d'un califat qui réunirait toute l'Oumma, la communauté des croyants de foi musulmane, par la force s'il le faut. Cela pose un problème puisque cette Oumma a une frontière par définition très floue, et bien plus divisée que ce que le mot de communauté ne le laisserait sous-entendre. Rien qu'en Irak et en Syrie, il y a sunnites et chiites qui en sont les principales composantes, mais il y a aussi les druzes, les alaouites, les yazidis, elles-mêmes divisées en minorités ethniques, notamment kurdes, et sans compter les minorités en dehors de l'Oumma que sont les différents chrétiens d'Orient. Ce califat suivrait l'interprétation et l'application la plus stricte de la charia, comme le souhaitent les islamistes extrémistes. La charia est composée du Coran et de la Sunna, la tradition. En effet, tous les islamistes ne sont pas des extrémistes. L'islamisme est une doctrine politique qui souhaite la réunion de l'Oumma pour certains par l'instauration d'un califat par le mérite, et de guider l'action politique par la charia. Ainsi, des mouvements comme les Frères musulmans en Égypte ou des partis comme Ennahda en Tunisie ou le PJT au Maroc sont islamistes, mais ne sont pas pour autant comparables dans leurs actions à Al-Qaïda ou Daesh, eux aussi islamistes. Pour donner une comparaison qui va faire grincer les dents, c'est un peu comme la différence entre les socialistes et les communistes en 1920. Débute
similaires, mais des moyens d'action très différents. C'est là qu'entre en jeu le terrorisme. Le terrorisme a une longue histoire derrière lui et le mot existe depuis la Révolution française. C'est l'usage de la terreur comme d'une arme politique, mais aussi comme un combat pour la légitimité. Une organisation terroriste qui acquiert un statut d'organisation politique devient un partenaire potentiel dans les processus de négociation. Un groupe terroriste peut être défini, a fortiori, comme une organisation qui n'a pas pour finalité la reconnaissance internationale et dont le but est de maintenir la terreur, un état de la société dans lequel les normes de la vie sociale sont remises en cause afin de déstabiliser les principes communément admis de légitimité. Le processus est très simple, mais pour cela, il faut que l'on demande à Thomas Hobbes de nous aider. Pour ce philosophe anglais, l'homme de son état de nature est dans le bellum omnium contra omnes, la guerre de tous contre tous en latin. En voyant son pays en pleine guerre civile, il se demande qu'est-ce qui permet à un État de se légitimer et pense que la seule raison pour laquelle l'être humain va abandonner sa liberté à l'État, c'est pour vivre en sécurité avec les autres. Cependant, à partir du moment où il abandonne sa liberté, il ne peut plus la reprendre puisqu'il devient alors hors la loi et déclenche de ce fait l'arsenal répressif de l'État. C'est particulièrement vrai dans notre monde d'aujourd'hui, dans les pouvoirs dits forts, comme la Russie, l'Algérie ou justement la Syrie. De ce fait, la seule source de légitimité de ces États, c'est la sécurité, et le terrorisme de Daesh vise à saper cette légitimité en créant le chaos, en utilisant des méthodes héritées des Hashishin, cette confrérie d'assassins située à Alamout, pour ensuite devenir lui-même la source de sécurité mais aussi de protection sociale, et ce, sur l'entièreté du monde musulman. Le souci de légitimation, on le retrouve aussi chez le calife autoproclamé Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Qurayshi, qui se légitime par deux fois en se disant de Bagdad, ancienne capitale du califat abbasside, et par al-Qurayshi, qui est le nom de la tribu dans laquelle est né le prophète, et qui partage des liens de sang avec les premiers califes. Cela explique aussi l'utilisation intensive de propagande. Maintenant, il faut dire que Daesh a été pas mal aidé par Bachar al-Assad, puisqu'il a détruit sa légitimité auprès d'une partie de son peuple tout seul, en ne se posant plus comme un garant de la prospérité et de la sécurité. Il a ostracisé lui-même ses citoyens en rompant ce contrat social et donné des conditions idéales pour Daesh. Voilà pour ce qui est de la situation. Maintenant, il est important de préciser ce qu'est le terrorisme dit islamiste. L'islamisme prend ses racines après 1967 et la guerre des 6 jours entre Israël et l'Égypte. L'Égypte de Nasser se prend alors une grosse claque et en pâtit tout ce que l'Égypte est et représente, comme le panarabisme par exemple, une logique d'union de tous les pays arabes autour du nationalisme arabe. Après cette défaite, on remet en cause cette logique pour la remplacer par le panislamisme, qui préexistait déjà notamment avec les frères musulmans qui sont présents en Égypte depuis 1928, avec des slogans qui prennent alors de l'ampleur comme « l'islam est la solution contre une supposée décadence du monde arabe et musulman, contre Israël et contre l'Occident. » Cette mouvance politique va vite se diviser en 3 interprétations, les modérés, les radicaux et les extrémistes. Les 2 premiers sont des mouvements non violents, mais varient sur l'intensité avec laquelle ils s'opposent au système en place, les modérés finissant par créer des partis politiques et participer aux élections, tandis que les radicaux considèrent que le système est trop occidental, et aussi que le système est bloqué de toute manière. Cependant, leurs actions sont non violentes, donc plutôt de l'ordre de la manifestation. C'est là que se distinguent les extrémistes, qui eux considèrent que l'action violente est tout à fait justifiée dans ce qu'ils appellent le djihad. Alors le djihad c'est quoi? Eh bien dans l'islam il y a 2 djihad. Le mot en lui-même veut dire lutte ou effort. Et Averroès, aussi connu sous le nom d'Ibn Rashid, qui est un philosophe et théologien andalou du XIIe siècle, classifie le djihad en 4 branches en fonction de leur importance dans l'ordre décroissant. Tout d'abord le djihad du cœur, donc la lutte contre soi-même, celui de la langue, celui de la main et celui de l'épée. Ces catégories se regroupent en 2 blocs, le grand djihad et le petit djihad. Le grand djihad étant la lutte contre soi-même, contre ses doutes, contre son manque de foi, ainsi que sa capacité à en discuter avec les autres sans être ébranlé, et le petit djihad, le combat défensif dans une situation d'invasion ou d'oppression. Ainsi, quand les extrémistes disent que le djihad est un pilier de la foi, il y a incompréhension ou malinterprétation. Ce sont les 5 piliers de la foi qui sont le djihad. Pour faire le djihad, un musulman pourrait aussi apprendre le Coran par cœur, nettoyer le sol de la mosquée, dépasser des sentiments tels que la colère, la jalousie, la haine ou la fierté, ou encore défendre la justice dans sa société. Ça, c'est le grand djihad. Le petit djihad, quant à lui, est donc celui de la lutte, d'abord de la résistance et ensuite de la défense contre un attaquant injuste pour défendre des musulmans opprimés, etc. Il est en fait plus facile de dire ce que le petit djihad n'est pas,
Il n'est pas forcer les gens à se convertir à l'islam, il n'est pas envahir des territoires et les coloniser ou par intérêt économique, il ne sert pas à résoudre un conflit, et il n'est certainement pas un moyen pour celui qui l'ordonne de montrer sa puissance. Le petit djihad suit ensuite certaines conditions qui doivent toujours être remplies, dont le fait que les innocents ne doivent pas être tués, que la propriété ne doit pas être endommagée, ou alors que toutes les autres solutions doivent avoir échoué pour que l'on puisse en faire usage. Pour l'idéologie islamiste donc, l'impact de la guerre des 6 jours est si puissant que l'on voit apparaître des organisations qui s'en réclament extrêmement rapidement, comme la Jeunesse islamique ou Shabiba Islamiyya au Maroc en 1969. Une organisation qui sera responsable de l'assassinat d'Omar Benjeloun, un des chefs de file de l'Union socialiste des forces populaires, le 18 décembre 1975. Mais le terrorisme que nous vivons aujourd'hui s'inspire, lui, du terrorisme islamique des années 80. En quoi est-il différent? Eh bien, comme le dit Noam Chomsky, un philosophe et linguiste américain, les islamistes extrémistes, souvent appelés fondamentalistes, ont été choyés par les États-Unis dans les années 1980 parce qu'ils étaient les plus implacables tueurs du monde. On l'oublie souvent, mais ces terroristes étaient une carte à jouer dans le jeu entre les USA et l'URSS, dans une région où le contrôle du pétrole était réellement vital. Mais en réalité, le champ d'action s'est un peu déplacé. Le Moyen-Orient n'était pas un théâtre où l'URSS pouvait jouer facilement. L'origine de tout ça, vous l'avez deviné, c'est bien sûr l'Afghanistan. Pour très vite résumer l'affaire, l'URSS lance une invasion sur le pays en 1979 pour établir un pouvoir allié, avant que les Américains prennent la main et en fassent une base avancée ou plutôt une épine dans le fion contre l'URSS. Les USA, dans l'optique de cette guerre froide, ne lancent pas une libération... Une contre-invasion? Non, attends. Bon, bref, des forces armées sur le pays, mais entraînent alors ceux qui vont s'opposer le plus violemment à l'URSS, les Moudjahidines. En français, ça donne combattants ou résistants, mais dans un contexte religieux. Ce sont les précurseurs de ce que l'on appelle aujourd'hui dans les médias les djihadistes. Ces hommes dont fait partie Ben Laden sont entraînés et armés par la CIA et l'Arabie Saoudite qui leur donne en plus son idéologie wahhabite. C'est le premier appel au djihad global. Il faut comprendre que pour eux c'est tout bénef. Les communistes sont athées, les Russes sont communistes, donc les fanatiques religieux sont l'ennemi des Russes. Bien sûr, déjà à l'époque ils ne sont pas particulièrement fans des USA, mais sur le moment ça semble être une bonne idée sur un plan stratégique. En ce qui concerne la guerre froide, ça fonctionne, puisque l'URSS, malgré l'embourbement complet dans un conflit qui ne lui sert quasi à rien, sur un pays qui dispose de rien, avec une population qui déteste à peu près tout le monde, c'est-à-dire l'Afghanistan, les Russes ne reculent pas, et il est admis que c'est une raison de l'effondrement financier de l'URSS 10 ans plus tard. Bien sûr, quand les Russes se retirent contraints et forcés en 1989, les Moudjahidines ont gagné. On a donc des hommes fanatisés qui ont repoussé une superpuissance, sont surarmés, ont de l'expérience, des réseaux, et pire encore disposent d'une mainmise sur une partie du pays, notamment ce qui est la production de drogue. Et ces hommes-là se retrouvent avec deux ennemis, les chiites et les Américains. La suite on la connaît, hein. Attentat sur attentat, guerre civile en Algérie en 92 jusqu'à 99, entre l'armée et les islamistes qui ont gagné des élections législatives, encore des attentats jusqu'au moment où il y en a un assez gros pour faire un peu peur à l'Occident, le 11 septembre 2001, intervention légale en 2001 donc dans le pays que tout le monde il adore, l'Afghanistan, puis illégale de l'armée américaine et de certains de ses alliés en Irak en 2003. Déstabilisation initiale de la région, puis après avec les printemps arabes qui, par la complexité du tissu social, religieux et ethnique du Moyen-Orient fait que Daesh a pu naître dans une zone de non-droit. Et bam, re-attentat. Après, ce qui est compliqué à comprendre pour nous, c'est que l'on ne se bat pas contre un pays, mais contre une organisation, des réseaux. Empêcher Daesh de conquérir la Syrie ou l'Irak ne mettra pas fin au terrorisme. Et même ça ne mettra peut-être même pas fin à Daesh. Nous sommes dans une situation étrange, une guerre disent certains. Eh bien, tout dépend de la perception du mot guerre. Si on est en guerre, on l'est depuis un bon moment, déjà. C'est ce qu'on vient de comprendre. Si c'est une guerre, elle est étrange, parce qu'elle ne nous oppose pas à un ennemi clairement défini. Tout s'interpénètre, et il n'y aura pas de bombe atomique. Si c'est une guerre, alors on ne l'a pas vu venir comme on l'aurait cru. Néanmoins, est-ce que le combat contre une organisation peut être appelé une guerre? Non. La guerre, c'est entre les États. Dire que l'on est en guerre, c'est en réalité donner à Daesh ce qu'il veut, la légitimité. Un terroriste, c'est un peu comme un bébé ou un chat, ça a besoin de faire du bruit pour qu'on s'intéresse à lui. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Contre les terroristes islamistes, il y a une arme, l'islam. Contre les attentats, il y a les États, et si cette stratégie d'effondrement étatique a plus ou moins fonctionné dans les pays comme l'Irak ou la Syrie, déjà déstabilisés à la base, il ne faut pas l'oublier, elle ne marchera pas en Europe, où la légitimité de l'État, elle se fait bien plus que par la sécurité. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'il faut rester sans rien faire. Cette situation dans laquelle nous sommes, en France, est la résultante de 30 ans où nous avons oublié une partie de nos concitoyens dans le désespoir et la pauvreté.
Une jeunesse abandonnée à un futur peu brillant qui est devenue frustrée. Beaucoup de gens se sont demandé après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher pourquoi une partie des banlieues ne partageait pas l'engouement national pour la cohésion et l'union. C'était moins par haine que par dépit. Nos leaders politiques disent redouter l'islamisation et la radicalisation de personnes comme ceux qui ont commis ces attentats. La première étape serait de leur donner de l'espoir, une ouverture sur le monde. Ici à Reims-Saint-Père, nous ne pensons pas que les gens soient fondamentalement mauvais. Ils ne sont jamais que la résultante de leur expérience. Cependant, nous allons devoir faire 10 ans de sans faute pour que tout puisse se passer pour le mieux. Voilà, c'était Pazawat pour la première émission de Reims-Saint-Père. J'étais accompagné de Billy the Quid et de Céleste dans mes recherches. Nous vous remercions de nous avoir écoutés, nous espérons que cette vidéo vous a plu. Les suivantes seront peut-être un peu plus légères dans le ton et le sujet. Après tout, nous aborderons beaucoup de sujets différents que nous diviserons en rubriques. Nous vous disons à la prochaine et surtout n'oubliez pas, n'acceptez jamais de ne pas comprendre.